Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. C'est la rentrée footballistique pour tous les milanistes et nous sommes heureux de vous présenter la saison 2026-2027 du Milan. Aujourd'hui avec Feli et Roland. Salut à vous. Ciao. Messieurs, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes plus motivés que jamais par cette nouvelle saison cardinale. Mais avant toute prospective, Feli va nous rappeler les différents mouvements estivaux côté milaniste. C'est un mercato et un été qui a été très très mouvementé du côté de Milan, puisqu'il commence dès le lendemain de la défaite face à Cagliari, qui fait que le Milan ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Suite à cette défaite, Cardinale va décider de faire table rase et donc virer tout le staff technique et les dirigeants, donc Moncada, Furlani, Taré et bien sûr notre entraîneur Massimiliano Allegri. Et ainsi commence l'été du Milan. On va dire que c'était très très chaotique. Et si on s'en rappelle bien, on avait fait une émission où on était vraiment tous assez pessimistes sur ce qui allait se passer, puisque Milan a pris son temps et Cardinale a pris son temps avant de décider la suite de ce qui allait se passer pour Milan. Déjà une longue période d'attente pour l'entraîneur, mais aussi pour celle d'un dirigeant qui finalement n'est pas arrivé, puisque nos dirigeants actuels ont été promus et une espèce de groupe collégial a été formé sur le modèle anglais, avec Ruben Amorim qui a été désigné nouvel entraîneur de Milan après son passage, disons, catastrophique à Manchester United. Et c'est sur ces bases que l'été a commencé. Euh, et Cardinale a tout de suite mis les choses au clair en disant que cette fois-ci, c'était lui qui allait prendre les devants, mettre la face et donc faire les choix. Et donc, c'est lui qui prend toutes les responsabilités. C'est pour ça qu'il n'a pas lésiné au niveau des achats, puisque assez rapidement, on a eu Gonzalo Ramos qui est arrivé pour un transfert record, 74 millions. Je regarde les chiffres sur Transfermarkt actuellement. Krila a rapidement suivi pour 30 millions. Et enfin, récemment, on a eu l'arrivée de Diego Moreira pour 50 millions, qui est aussi le deuxième transfert le plus cher de notre histoire. Sans compter le jeune Diawara qui est venu de Troyes. Il y a eu aussi quelques petits retours de prêt qui ont fini par faire partie de l'effectif, comme Chukwueze, Moussa, Francesco Camarda aussi. Et bien sûr, le jeune Komoto. Et je rajouterai enfin Alpha Joe Cissé, qui était auprès du côté de Catanzaro. On l'avait acheté au mois de janvier, alors qu'il appartenait à Vérone. Il a terminé son prêt en série B, puis il nous a rejoints. Concernant les ventes, il y a eu pas mal de ventes qui se sont faites à partir de prêts de la saison dernière. Je pense à Morata, Jiménez, Colombo et Pobega qui nous ont quittés définitivement. On a aussi réussi à faire partir Benacer, qui était là depuis de nombreuses années maintenant, et on n'arrivait pas à le libérer. Et finalement, il y a eu un accord. Il y a eu les départs, bien sûr, de Fulkrug, donc qui n'a pas été racheté, et ceux en prêt du jeune Atekame et de Odogu. Et je rajouterai aussi celui du jeune monténégrin Andrei Kostic, qui est parti en Eurodivisie. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de mouvements du côté des départs et des arrivées, mais on note aussi le mercato n'est pas terminé et cette semaine, celle à laquelle on enregistre, il risque d'avoir pas mal de départs puisque il y a un petit loft, on va dire, un petit loft milanais qui s'est créé avec des indésirables. On pourra en parler, mais Fofana, Nkunku qui là va bientôt partir du côté de Leipzig. Tomori va partir également, et puisqu'il est du côté des indésirables aussi. Et en plus de ces indésirables-là, on peut aussi noter quelques noms qui sont invités à partir sans pour autant être exclus. Par exemple, Leao, qui clairement ne fait pas partie des plans. Il y a aussi Estupinian, Ricci, pour ne citer que. Mais donc, on sait que cette semaine risque d'être décisive pour le mercato, puisqu'en plus de ces départs-là, on attend encore des arrivées, celles principalement d'un milieu offensif, mais possiblement d'autres, j'espère d'autres, notamment celle d'un défenseur central. Ce qui fait voilà, que là, on est le 24 août, le mercato et l'été n'est pas complètement terminé, et je pense qu'on risque d'avoir encore des surprises. Alors merci pour ce bilan complet. Roland, es-tu satisfait de ce mercato et des investissements effectués par Cardinale? Bon, il y a plusieurs, il y a plusieurs volets. Je pense que par rapport à ce que disait Feli en introduction, le grand ménage a été fait. Cardinale a pris
ses responsabilités, en tout cas sur la partie direction sportive, direction technique de l'équipe d'un point de vue opérationnel. Donc là, on peut dire qu'il y a quelques mois pour voir. Sur le volet purement terrain, euh, moi je pense que il y a des bonnes choses qui ont été faites avec notamment Gonzalo Ramos et Rila, sans rentrer dans la considération du prix. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Ça, j'en sais rien, mais je pense que c'est deux joueurs qui vont avoir un impact très positif sur l'équipe et en tout cas sur le jeu. Après, s'il devait y avoir un bémol dans tout ça, c'est que aujourd'hui, on s'est pas débarrassé des indésirables entre guillemets. Alors ça va venir, je pense, ça a l'air de s'être accéléré pour un certain nombre d'entre eux, mais pour l'instant, les départs ce sont quelques prêts ou des joueurs secondaires. Et Stupinian, dans un premier temps, avait été écarté et finalement hier, il était titulaire, pardon, contre le Torino. Est-ce que c'est judicieux? J'en suis pas convaincu. Leao qui s'est mis lui-même sur le marché, ce qui est quand même à noter. Hein. On a un joueur qui dit lui-même que il veut plus travailler dans ce club-là et qu'il veut aller voir ailleurs. Bah, pour l'instant, il a rien et tout ce qui s'offre à lui, ça a l'air d'être la Turquie. Donc ça doit être un peu brutal pour lui qui, je pense, devait se voir bien plus haut que ce qu'il pouvait espérer réellement. Donc pour l'instant, moi je suis un peu mitigé parce qu'on a des entrées intéressantes. Je pense que c'est pas suffisant, mais c'est surtout au niveau des départs où voilà, Cardinale a fait le choix d'utiliser une technique qu'on avait très très peu vue, je pense, à Milan jusqu'à présent, à savoir la technique du loft, avec ces quatre joueurs-là qui sont Fofana, Nkunku, Tomori, mais pour Jiménez. l'instant, ils sont toujours là. Voilà, Jiménez, à tel point. On l'a si peu vu que je l'avais oublié. Mais ils sont toujours là pour l'instant. Donc, je demande à voir. Et en plus, les pistes évoquées, je crois pour Nkunku, ça serait un prêt avec option. Pour Santi Jiménez, ça serait aussi un prêt avec option. Donc, potentiellement, des mecs qu'on va revoir dans un an. Donc voilà, je suis un peu, on va dire, mitigé sur le volet des sorties en tout cas. Réaction de Feli. Oui, je voulais aussi, moi aussi, faire un petit commentaire sur ce qui s'est passé et mon avis sur l'été qu'on a eu. Alors effectivement, je note aussi que le départ des indésirables est assez compliqué. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand tu regardes la saison d'Nkunku, quand tu vois son passif de blessure, pareil pour Jiménez, sans compter leur salaire et leur prix d'achat, c'est compliqué de trouver des clubs acheteurs. Euh, et ça vient principalement des saisons précédentes et des erreurs qui ont été faites, des erreurs répétées qui ont été faites. Euh, et donc forcément, ça crée ce loft, puisqu'on n'arrive pas à les vendre tout simplement. Et malheureusement, effectivement, pour la plupart d'entre eux, ils vont partir en prêt avec option d'achat, à voir s'ils arrivent à se relancer ou pas. C'est tout ce qu'on peut espérer. Concernant les arrivées, je voudrais quand même souligner une chose positive. Et c'est vrai que, encore une fois, hein, lors du bilan de fin d'été, on a été assez négatif. Hein. L'émission a été très, très inquiétante. Mais au final, je trouve qu'au niveau des arrivées, on retombe plutôt bien sur notre patte parce que, alors déjà, il faut dire que Cardinale met l'argent. euh, et je pense que cet argent-là a pu être libéré parce que Cardinale s'est débarrassé, entre guillemets, du fameux fonds Elliott. Il n'est plus, il n'est plus sous le joug de ce fonds vautour, donc, puisqu'il a racheté ses parts au club. Donc il se permet de pouvoir plus dépenser. D'autant que le club a quitté l'accord qu'il avait avec le fair play financier. Les mains sont libres et on voit qu'il n'hésite pas, en tout cas, à dépenser, à mettre le prix pour servir Amorim. Et c'est là que je voulais en venir. C'est que ça fait très longtemps qu'à Milan, on n'a pas été autant en symbiose avec ce que souhaite faire l'entraîneur. Et après, on sait pas encore ce qu'il vaut, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui donne en tout cas les moyens de faire ce qu'il veut. Et ça, je pense que ça, c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire récente de Milan. On lui donne les moyens et on ne lésine pas dessus. Amorim voulait Gonzalo Ramos, on est parti lui chercher Gonzalo Ramos, 75 millions. Amorim voulait un défenseur relanceur, on est parti lui chercher le meilleur en Serie A dans ce domaine-là. Il voulait un piston offensif qui sache jouer des deux côtés. On est parti chercher un talent émergent à Strasbourg. Je note qu'on n'est pas parti chercher un joueur à relancer, on n'est pas parti chercher des paris, on n'est pas parti chercher des joueurs dont on ne connaît pas vraiment le niveau.
Là, on est parti sur plus ou moins des certitudes, parce qu'après, on sait que le contexte à Milan est toujours différent, mais on est parti chercher des joueurs sur lesquels on sait qu'on peut compter, on sait qu'ils vont donner des résultats immédiats. Et ça, c'est assez rafraîchissant et ça fait du bien, honnêtement, quand on regarde et quand on s'imaginait les perspectives d'avenir, ça fait du bien. Et c'est pour ça que cet été donne quand même un petit goût de positif et on a envie d'en voir plus. Roland, tu voudrais parler également de l'entraîneur, je crois. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même un volet qui est hyper important hein, dans une équipe de foot. Moi, je dois dire que j'étais assez inquiet de la tournure des événements au début de l'été, où on a vu une succession de rumeurs plus ou moins fondées, comme d'habitude quand il s'agit du Milan, sur le nom de l'entraîneur. Et ça a pris un temps quand même assez dingue, surtout avec cette histoire de Zlatan Ibrahimovic, conseiller spécial du président en charge des affaires sportives, qui était occupé à la Coupe du Monde aux États-Unis pour commenter pour je ne sais plus quelle chaîne. Donc on avait vraiment l'impression d'un club un peu à l'abandon, un peu au second plan par rapport aux autres activités de ses dirigeants. Et finalement, Amorim, il me semble, loin d'être un premier choix pour le Milan en tout cas. Néanmoins, je pense que vu le contexte dans lequel on est, c'est un choix qui peut s'avérer judicieux. Il sort d'un environnement de Manchester United où rien ne s'est passé comme il l'aurait imaginé, je pense. C'est un euphémisme. Mais c'est aussi un contexte qui est absolument pas favorable aux entraîneurs, tout comme peuvent l'être par exemple Chelsea ou Tottenham dans une autre mesure. United est un club qui est marqué par son instabilité chronique depuis peut-être une quinzaine d'années, où on change uniquement les entraîneurs à défaut d'avoir une politique sportive. Donc voilà, c'est un pari pour le Milan, mais je pense que c'est un entraîneur qui peut correspondre au contexte et au nouveau plan de Cardinale pour le club. Et en plus de ça, je dois dire que c'est assez aussi rafraîchissant d'avoir surtout après Massimiliano Allegri, d'avoir un entraîneur qui vienne de l'extérieur, qui est relativement jeune, puisque je crois qu'il doit avoir une 42, 45 ans que dans ces eaux-là, avec des idées un peu nouvelles, qui vient d'un championnat, enfin, au préalable, qui a réussi dans un championnat, le championnat portugais, qui, je trouve, fournit assez régulièrement des entraîneurs assez jeunes avec une vision assez moderne. Donc, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais choix là-dessus. J'espère juste, et je le dis à chaque fois que on fait ce genre d'émission, à chaque fois qu'on a changé d'entraîneur, que ce soit pour Fonseca, pour Allegri récemment, même, j'ai envie de vous dire, Gianpaolo il y a quelques années. Euh, Est-ce qu'on va laisser le temps à l'entraîneur de se faire sa place? Comme le disait Feli, aujourd'hui, on a un président, un dirigeant du club qui écoute ce que veut son entraîneur en termes de recrutement, ce qui est quand même hyper positif par rapport à ce dont on vient. Euh, mais voilà, il faut aussi laisser le temps. C'est sûr que si la mayonnaise prend pas dans les 3, 4 premiers mois, on aura une autre discussion à la mi-saison, à l'intervalle, au mois de décembre. Et si ça se trouve, il sera déjà même plus là. Donc, moi, tout ce que je souhaite, c'est même si on n'est pas forcément d'accord avec son recrutement en tant que supporter, etc., c'est que au moins il y ait, on va dire, une attitude positive et surtout qu'on lui laisse le temps pour mettre en place ses idées. Je pense qu'on l'a vu un peu dans la préparation où ça a pris beaucoup de temps, où il y a eu pléthore d'actions assez compliquées, mais je pense qu'ils sont plus liés au fait des individualités que de la tactique globale. Et finalement, hier soir contre le Torino, alors qui n'est que le Torino, qui est une équipe hyper jeune, qui a elle aussi changé d'entraîneur, puisqu'elle a pris Ignazio Abate, qui est arrivé de la Juve Stabia en Série B, avec qui il a fait un peu la surprise générale, la demi-finale des playoffs d'accession l'an dernier. Donc c'était que le Torino en face, mais je trouve qu'on a déjà vu une attitude assez différente de la part de toute l'équipe, jusqu'à un certain point. On n'est pas là pour parler du match d'hier soir, bien évidemment, mais on a vu, et c'est une constante depuis l'an dernier avec Allegri, c'est que dès que le Milan mène au score, le Milan arrête de jouer
Et finalement, hier on s'est pas presque fait un peu peur, on s'est fait peur, je pense, en fin de match. Donc voilà, il aura beaucoup à travailler là-dessus, mais je trouve que déjà dès aujourd'hui, on sent ce qu'il a pu apporter. Et bah, contrairement à il y a 2 mois, comme disait Feli, aujourd'hui, j'ai envie d'y croire. Alors tu parlais de Tottenham, il se trouve que j'ai regardé ce week-end la première de Tonali et de Zerbi à Brentford, le Brentford de Kayode, et ça a été une déconfiture totale, défaite 3-0, ils ont été surclassés tout le match. Donc les changements d'entraîneur, oui, il y a un temps d'adaptation, on le sait, et on verra ce qui se passera du côté de Milan, et c'est vrai qu'on en reparlera bien sûr au mois de décembre. Alors on va peut-être passer à l'équipe type, voir ce que ce mercato permet finalement, hein, qu'on n'avait peut-être pas précédemment, et on va commencer avec la défense de Feli. Concernant ma défense, je préserve bien sûr Mike Maignan. Il y a eu pas mal de débats autour de ce joueur, mais pour moi, il a toujours sa légitimité. Et je trouve ça bien d'ailleurs que Toriani a été promu second gardien et qui va permettre pour lui de grappiller du temps de jeu en Coupe, en Europa League. Pour les trois de derrière, on reste bien sûr sur Pavlovic, qui est sans doute le meilleur défenseur de la saison dernière, avec Gabia, même si j'en attends autre chose à ce poste-là. J'espère que pour le défenseur central centre, il y aura une recrue qui viendra concurrencer Gabia parce que je pense qu'on manque toujours un peu de finesse technique. Puisque avec Rila, qui est mon défenseur central droit, il y a cette garantie-là. Avec Pavlovic, il y a quelques remontées de balles, mais il y a quand même pas mal de côté brouillon. Et je trouve que Gabia est peut-être celui qui fait le moins avancer le jeu et qui n'est pas toujours impérial défensivement. Donc si on peut faire une recrue à ce poste-là, je pense que ce serait pas du luxe. Et ce serait même pour moi nécessaire, en gardant Gabia bien sûr comme premier remplaçant derrière. Et à gauche, Alors les pistons? Alors faisons les pistons. A priori ce sera Chukwueze à droite et cette trouvaille d'Amorim, alors c'est pas quelque chose qu'il a inventé pour Chukwueze, c'est quelque chose qu'il a fait au Sporting hein, avec Kwenda, avec Jenny, Katamo et qu'il a fait ensuite à United avec Amad Diallo pardon, qu'il a transformé en piston également. Et il veut le refaire avec Chukwueze, tout simplement pour les isoler sur le côté, puisque c'est des joueurs qui sont extrêmement forts en un contre un. Et cette tactique-là permet oui, de les isoler sur le côté et de les avantager dans ces duels-là. Alors bien sûr, il y a le côté négatif qui sont que forcément, défensivement, ce côté-là est plus fragile. Maintenant, il est aussi compensé, puisque en ayant vu les matchs amicaux et le premier match, on est parfois par moments en bloc médian en 4-4-2. Donc, Chukwueze, je m'inquiète pas trop. Enfin, je m'inquiète pas trop. On va en prendre des buts sur ce côté-là, c'est certain. Mais ce ne sera pas les portes ouvertes non plus, d'autant que Gila est sur ce côté-là pour le couvrir. Donc, j'aime bien cette idée-là. Et puis, bah, ça donne un petit côté plus offensif. Vu la saison dernière, je pense que ça pourrait nous faire que du bien. Et puis à gauche, bah, ce sera pareil, ce sera Morera. Alors ça paraît également très offensif, mais en même temps, si on a mis 50 millions et vu les performances de Chukwueze, j'aimerais bien quand même voir jouer ce jeune Belge. Donc j'espère qu'il sera titulaire à gauche, puisque Estupiñán, on le connaît très moyen, et je pense surtout qu'il subit beaucoup de pression à Milan. J'ai l'impression vraiment que ce maillot pèse beaucoup pour l'Équatorien. Et Barthézaghi, qui est là, qui a toujours ses qualités, mais qui, je trouve, manque un petit peu d'explosivité pour être piston. Je suis pas sûr que c'est le poste qui lui aille le mieux, donc c'est pour ça que je privilégierais Morera. Roland. À date, je pars sur la même chose que Feli. Il y a pas de surprise de ce point de vue-là. Moi, je vais quand même me permettre un petit mot sur Mike Maignan parce que vous savez à quel point je suis chiant sur les symboles. Euh, et c'est ici des considérations extra-sportives, hein. Sur l'aspect sportif, il y a évidemment rien à dire. C'est le titulaire au poste et c'est bien normal. Je pense que on a peu de choses à dire et de ce point de vue-là, moi j'ai même envie d'ouvrir un autre débat, c'est de savoir si, euh, en admettant que Maignan reste à ce niveau-là encore 2, 3, 4 saisons, est-ce qu'on n'aurait pas avec lui un des meilleurs gardiens de l'histoire du Milan, ou en tout cas si ce n'est le meilleur sur les 20, 30 dernières années. Mais c'est un autre sujet. Sur le volet extrasportif, moi un capitaine qui ne se déplace pas alors qu'il est en congé et qu'il a tous les moyens du monde, et je pense que le club lui aurait payé tout ce qu'il faut en termes de jet privé, que sais-je, etc., pour les funérailles de Franco Baresi. Pour moi, ça me dépasse. Donc voilà, j'étais assez déçu de l'homme de ce point de vue-là. Et je voulais quand même le souligner parce que quand on est capitaine du Milan, je pense que
S'il y avait un jour où on devait bouger son cul, c'était celui-là. Pour revenir aux sportifs sur la défense centrale, moi je suis aligné avec Feli, comme j'ai déjà dit. Ma seule inquiétude à date, plus que Gabia, c'est Pavlovic. Sa préparation a été affreuse. Le changement de système a pas dû l'aider beaucoup enfin, le changement de philosophie en tout cas, avec l'arrivée d'Amorim ne l'a peut-être pas aidé. Donc, il lui faut probablement du temps pour se mettre dans ce registre-là. Mais moi, j'ai l'impression de revoir le joueur de sa première saison au Milan, qui avait été transformé avec l'arrivée d'Allegri, à tel point où je m'étais dit, bah voilà, il s'est trouvé un système et un entraîneur qui lui conviennent et qui lui permettent d'exprimer au mieux ses qualités. Et sur la préparation, moi, Pavlovic m'a effrayé, quoi. Il est à l'origine de deux, trois, peut-être quatre buts qui ont été subis pendant la préparation sur des erreurs grossières. Et on voit déjà que son jeu a changé, puisque l'an dernier, on l'a beaucoup vu attaquer, on l'a beaucoup vu transpercer les lignes, ce qui était toujours assez impressionnant quand on voit son physique et sa conduite de balle. Et ça, j'ai l'impression qu'il a plus les consignes, en tout cas pour le faire. Donc, à voir comment son jeu va se transformer. Mais à date, aujourd'hui, vu l'effectif qu'on a, pour moi, c'est Pavlovic, Gabia et Rila, évidemment. Sur le volet des pistons, même chose. Moi, je vais être d'accord avec Feli, en tout cas sur Chukwueze, où bah, on a vu hier contre le Torino, l'expérimentation a bien marché. À voir quand on aura plus d'adversité en face, ou quand dans son couloir, il y aura quelqu'un comme, au hasard, Federico Di Marco, par exemple. Ce que ça peut donner d'un point de vue défensif. Après, c'est vrai que Amorim veut se projeter vers l'avant, veut beaucoup plus euh, de, de volonté offensive et donc met potentiellement sur le terrain plus de joueurs à vocation offensive. Et à nouveau, ça s'est vu hier soir contre le Torino, où je dois dire que je me suis pas embêté devant le match. Et j'ai même apprécié la performance de Chukwueze, qui a été bon, qui a eu finalement assez peu de déchets en proportion de toutes les actions qu'il a eues. Donc, moi, j'ai envie de dire, bah, continuons sur ce volet-là. A contrario, sur l'aile gauche, sur le couloir gauche, bah, je sais pas trop. Estupiñán, voilà, j'ai plus envie d'en parler. Pour moi, c'est un dossier qui est classé. J'aurais tendance à dire peut-être Barthézaghi dans un premier temps parce que jeunesse, parce que sort d'une première saison, on va dire assez correcte, même si c'était pas fantastique. Et peut-être que ça permettrait justement d'apporter un peu d'équilibre par rapport au couloir droit, que sais-je, en phase défensive. Enfin, ça, j'ai pas encore bien compris forcément comment voulait jouer Amorim de ce point de vue-là. Et puis sur Morera, moi je suis un peu dubitatif parce que pour avoir bien suivi la Ligue 1 l'an dernier, c'est pas un joueur que j'ai vu, que j'ai noté particulièrement, qui m'a donné de très bonnes impressions. Et puis Amorim disait hier en conférence de presse que Morera pouvait jouer essentiellement à droite, si je dis pas de bêtises par rapport à ce qu'il a dit. Donc, est-ce que c'est un complément à Chukwueze? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on verra peut-être derrière l'attaquant de pointe parmi les deux, derrière Gonzalo Ramos? Voilà, je sais pas trop quel est son poste à date, donc j'ai plutôt envie de dire Barthézaghi dans un premier temps parce qu'on sait à quoi ça ressemble. Voilà. Très bien, donc comme vous avez fait les ailes, on passe au milieu axial, j'imagine, avec Feli. Concernant le double pivot, il y a pour moi un indéboulonnable, c'est bien sûr Adrien Rabiot, qui on l'a même vu peut jouer plus haut. Ça a été discuté pendant l'été et finalement ça s'est avéré puisque face au Torino il a joué en milieu offensif. Mais je pense qu'essentiellement il jouera dans ce double pivot côté gauche. Maintenant la question c'est de savoir qui sera son partenaire. Puisqu'on a toujours Modric qui, malgré ses 40 ans passés, est toujours en forme, du moins pour le moment et le talent émergent Jachari, en plus du, on va dire, surprenant Moussa, qui a été, enfin, Amorim a insisté pour le conserver cet été, donc je pense qu'il aura aussi un rôle à jouer cette saison. Mais à mon avis, Moussa, ce sera la doublure de Rabiot, tandis que Jachari et Modric vont s'échanger le rôle pour compléter ce milieu. Donc je partirai quand même sur Jachari, qui m'a donné de bonnes impressions, que ce soit face au Torino ou en pré-saison, notamment sur l'agressivité et sur les passes, il a toujours été vraiment bon dans ce domaine-là et il a su le montrer et j'espère qu'il le montrera avec plus de consistance. Et donc je partirai plutôt sur ce double pivot Jachari-Rabiot. Très bien, Roland. Bon, Rabiot évidemment, ça y a pas de sujet, même si effectivement, je pense qu'on pourra le voir un peu plus haut comme ça a été le cas hier contre le Torino.
ce que disait Feli. Sur l'autre poste, bah moi j'ai envie de dire dans un premier temps Modric parce que l'expérience, parce que joueur qui a fait la différence l'an dernier. Donc pourquoi pas réitérer la chose cette année avec un an de plus, ce qu'on espère. Mais effectivement avec peut-être plus d'alternance avec Yachari qui a lui aussi, je pense, raté sa première année du fait de son intégration dans un nouveau contexte qui est celui de l'AC Milan et qui est toujours compliqué. Un nouveau championnat et un entraîneur qui franchement est pas fait pour développer n'est plus fait en tout cas peut-être pour développer ce genre de joueur. Après Yachari, moi je le trouve toujours un peu timide, un peu basique. Voilà, c'est pas pour l'instant quelqu'un qui m'a fait lever de mon siège, donc je dirais Modric et Rabiot de manière certaine une fois que tout le monde sera revenu en forme et aura bien récupéré des vacances prolongées. Et passons donc à l'attaque de Feli. Concernant l'attaque, alors les 2 milieux offensifs qui jouent dans les demi-espaces, alors à droite, pour moi, il y a pas trop de débat, ce sera pardon, à gauche, ce sera Pulisic, le titulaire. Je ne compte pas Leao qui, pour moi, est complètement hors projet et je suis plutôt certain qu'il partira avant la fin du mercato. Je pense qu'il n'a pas été mis dans la liste des indésirables puisqu'il a une valeur et qu'on espère le vendre sans prêt, on va dire. Mais je suis quasiment sûr qu'on fera tout pour le faire partir. Donc pour moi, le titulaire, c'est Pulisic à gauche. Et je pense que c'est une position qui sera intéressante pour lui. Il pourra enfin profiter d'être sur son pied droit, chose qu'il n'a jamais pu vraiment faire à Milan, puisqu'il a souvent joué à droite ou même en pointe la saison dernière. Et j'espère une saison sans blessure pour l'Américain, où il pourra jouer vraiment dans le cœur du jeu. Je pense vraiment que c'est un poste qui peut lui aller, avec le jeune Cissé, qui sera sa première doublure, qui a été assez surprenant, que ce soit en préparation ou même hier. On voit que c'est un jeune avec beaucoup de talent. Et j'en parlais d'ailleurs avec Rango sur notre discussion. C'est un jeune qui jouait au Catanzaro la saison dernière. C'est lui qui était titulaire avant Mattia Liberali. C'est-à-dire que il est titulaire en Série B jusqu'en début d'année, puis il se blesse, et c'est à ce moment-là que Liberali commence à éclore, et qui a donné la suite à son transfert à Côme cet été. Mais donc c'est quand même un jeune qui a du talent, et donc j'espère vraiment le voir. Attention aussi à Alexis Saelemaekers qui pourrait avoir pas mal de temps de jeu à ce poste-là. Pareil, il serait enfin sur son bon pied. Je pense vraiment que ça peut être pertinent pour le Belge parce que il est souvent intéressant dans le cœur du jeu. Il est bon dans les petits espaces. Et puis surtout, chose importante pour Amorim, je pense qu'il peut récupérer pas mal de ballons hauts, puisque c'est un joueur très hargneux, c'est un latéral de formation, donc ça peut être intéressant. Donc pour moi, ce côté ce côté gauche pardon, de l'attaque est plutôt complet. Là où ça me pose problème, c'est plutôt sur le côté gauche. Et j'ai même envie de dire le buteur, parce que j'ai quand même des doutes sur Camarda, sur sa capacité à être prêt physiquement en Serie A. Que ce soit la saison dernière ou à Lecce, j'ai vu quand même pas mal de matchs pour justement pour l'observer, et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un grand déficit physique entre Camarda et les autres. Mais aussi sur le côté du milieu offensif droit, celui qu'on attend depuis le début du mercato et qu'on n'a toujours pas. Et pour moi, c'est la grande inconnue de ce 11, puisque Amorim veut un joueur gaucher, on l'a pas. Et actuellement, c'est Loftus-Cheek le titulaire. Donc si ça doit rester comme ça, ce que je ne crois pas, je préfère remiser sur Rabiot comme ça fut le cas hier contre le Torino, en faisant jouer Jachari au milieu ou Moussa. Mais je préfère ça plutôt que de revoir Loftus-Cheek qui pour moi, là pour le coup, pour moi c'est la grande incompréhension que j'ai avec Amorim, parce que je ne trouve pas que Loftus-Cheek peut apporter énormément à ce poste. Il est souvent quand même assez fantomatique, et puis il a toujours, pour moi c'est un mystère d'avoir ce physique-là et de tomber aussi facilement. Je comprends pas. Et je pense que Loftus-Cheek, pour faire une petite aparté sur lui, c'est vraiment le joueur qui fait illusion chaque été à chaque entraîneur. Parce qu'à mon avis, dans les entraînements, sans pression, il doit être assez fort, il est costaud, il n'est pas mauvais techniquement, il sait faire des choses avec le ballon. Et je pense que ouais, chaque été, les entraîneurs peuvent se dire, ah, je peux faire quelque chose de ce joueur-là. Il y a d'ailleurs des entraîneurs qui sont fans de lui, hein. Je pense à Sarri, hein, qui adore ce joueur depuis son passage à Chelsea. Mais je trouve que le joueur ne le rend pas forcément bien sur le terrain. Mais à date, c'est lui notre titulaire en tant que milieu offensif droit. Donc c'est là où j'espère vraiment une recrue. Et bien sûr, devant, j'en parlais, mais
Camarda qui est la doublure de Ramos. Ramos est quand même le titulaire, à 75 millions, on l'espère. Et j'espère vraiment que Ramos saura se montrer digne du prix du transfert et de ce Ah numéro oui. 9 là, qui nous a porté malheur pendant très longtemps. Ah ouais, carrément, ouais. Le coup de bon à l'entraînement et moyen en match, on l'avait eu avec Honda il y a quelques années, ça commence à dater, mais c'est quelque chose qu'on disait souvent. On se demandait pourquoi Honda était titulaire, on disait qu'il était bon à l'entraînement. En parlant des jeunes, il y en a un du côté de l'Inter qui est en train de faire son trou, c'est Pio Esposito, hein, qu'il va falloir suivre de près pour la nationale. Espérons que Camarda, avec le temps, finisse par suivre. Physiquement, Pio Esposito, c'est un monstre. C'est un Oui, oui, monstre. bien Après, sûr, bien sûr. il est plus âgé que Camarda, C'est ça, mais il a lui a eu évolué. un prêt très pertinent. Je trouve que l'année dernière, le prêt à Lecce était d'une impertinence totale pour Camarda, si on peut faire parler de lui rapidement. Mais l'envoyer à Lecce, qui était l'équipe qui se procurait le moins d'occasions en Serie A, c'était une catastrophe pour lui. Je pense qu'il aurait dû faire un passage en Serie B, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ce fut, à mon avis, pas une grande réussite ce prêt à Lecce. Et voilà, j'ai encore des doutes concernant Camarda. Eh bien, nous verrons bien. Roland, quelle est ton attaque? Un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on a toujours un chantier sur ces postes-là. Moi, je rejoins complètement Feli, en tout cas sur Loftus-Cheek. Et hier soir, devant ma télé, je me suis demandé s'il fallait pas qu'il change d'équipementier ou qu'il fasse quelque chose parce que il passe son temps à glisser ou même physiquement à perdre des duels alors que ça a l'air quand même d'être une armoire. Donc pour moi, ce joueur est une énigme et encore plus le voir si haut sur le terrain. Vous me diriez peut-être au milieu, parmi les deux dont on parlait précédemment, peut-être, pourquoi pas, mais aussi haut sur le terrain, je n'arrive pas à saisir ce placement-là. Je sais pas si c'est pas Ferguson qui avait viré un joueur, je crois que c'est Forlan, parce qu'il avait refusé de mettre des vissés. Ferguson lui avait dit tu mets des vissés, il avait voulu mettre des moulés parce que c'est plus confortable évidemment, et Ferguson en plus ensuite l'a plus jamais fait jouer parce qu'il a désobéi à sa consigne. Je te laisse continuer. Ouais, ça serait pas surprenant venant du bonhomme. C'est Forlan ou Euh, un autre, Forlan qui était un super joueur, hein. Mais vas-y, continue. donc sur ces postes-là, aujourd'hui, pour moi, il y a une inconnue. Et par rapport à ce que je disais avant, est-ce que justement un mec comme Morera serait pas amené à jouer sur un de ces deux postes-là, avec Pulisic bien évidemment qui serait l'autre titulaire une fois qu'il sera revenu en forme. Et espérons qu'il retrouve le niveau de la première partie de saison de l'an dernier, parce qu'à ce moment-là, on aurait vraiment un super joueur complètement adapté pour ce schéma-là et pour ce poste-là. Donc voilà, moi je sais pas trop. Est-ce qu'on va avoir une recrue? Est-ce qu'on va faire une rotation à 3 avec donc le jeune Cissé qui hier a fait une première assez remarquée et remarquable en Serie A avec le Milan. Euh, Avec Pulisic et avec Morera et ou un autre. Voilà, moi c'est un peu mon inconnu et puis potentiellement Rabiot comme on l'a vu hier, qui peut aussi jouer haut. Mais je rejoins Félix sur le fait que voilà, il manque peut-être quelque chose de précis et de concret sur ce poste-là. Et puis bah devant en pointe de l'attaque évidemment Gonzalo Ramos qui bah pour le coup est un joueur qui m'a toujours beaucoup plu alors qui a pas fait l'unanimité je pense au niveau des supporters du PSG. C'est un joueur qui a toujours été probablement meilleur en rentrant en cours de match qu'en étant titulaire, qui a décidé quand même un certain nombre de matchs avec ses buts. C'est un joueur qui a été formé, si je dis pas de bêtises, pour jouer un peu plus bas sur le terrain, plutôt en tant que milieu offensif, et qui s'est retrouvé à évoluer ensuite en attaquant de pointe. Donc, je me dis dans un système comme celui d'Amorim, avec un mec comme Pulisic autour, ça peut être intéressant. Et on l'a vu hier pendant le match, hein, à nouveau. C'est quelqu'un que je trouve assez présent physiquement, qui joue beaucoup en remise, mais toujours vers l'avant. Et il y a eu un peu de friture sur la ligne avec ses coéquipiers parce que je pense, bon, voilà, il y a encore des automatismes à trouver, mais j'ai trouvé ça plutôt encourageant. Et c'est un mec qui, je pense, a un vrai sens du but et qui nous sera super utile. Avec, bien évidemment, et moi, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises avec une recrue ou quoi que ce soit, mais Camarda doit être le vice Gonzalo Ramos et avoir, on va dire, le plus de temps de jeu possible, bien évidemment, dans la mesure du possible, pour être derrière Gonzalo Ramos et grandir. Et c'est vrai que
Je vois parfois dans les médias italiens, on compare Esposito à l'Inter qui est en train de tout cartonner depuis quelques mois, qui marque et qui fait en plus des beaux buts là comme l'autre jour contre Monza. Mais beaucoup oublient qu'il a 2 ans de plus que Camarda. Et en plus, Camarda sort effectivement d'un prêt qui a été catastrophique parce que déjà, c'était pas la bonne destination. Et en plus, il a été blessé pendant 4-5 mois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense, un jeune sur lequel il faut remettre de la confiance. Mais à nouveau, je pense que c'est plus pertinent d'avoir ce mec-là aujourd'hui avec nous avec un entraîneur comme Amorim que l'an dernier avec Allegri où il aurait même pas vu le terrain, bien évidemment, comme c'était le cas de l'année d'avant. J'avais mis en avant ce point-là et je le rappelle à nouveau, c'est que la saison avant son prêt à Lecce, il est au Milan, donc Camarda. Il passe son temps à être convoqué et à ne pas voir le terrain avec l'équipe A à tel point qu'il ne joue pas avec la réserve, avec le Milan Futuro qui était en série C à ce moment-là, projet qui est en train de péricliter toujours d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Euh, à tel point qu'avec le nombre de ses convocations en série A, il était plus éligible à jouer en série C. Donc c'est un mec qui a perdu 1 an avec nous, puis 6 mois à Lecce avec un prêt dans un club qui n'était pas adapté pour lui et une équipe qui n'était pas adaptée pour lui, plus à nouveau 6 mois à cause d'une blessure. Donc c'est un mec qui, on va dire, depuis 2 ans est à l'arrêt, alors qu'il a 17-18 ans. Donc est-ce qu'on va avoir flingué sa carrière comme on l'a déjà fait avec d'autres? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'ose espérer que si on en fait le vice Gonzalo Ramos officiel et avec un mec comme Amorim, j'ose espérer qu'on puisse encore en faire quelque chose. Ouais, souhaitons-lui le meilleur et allons-y gaiement, projetons-nous quelques mois plus tard et voyons ce qu'espère Feli pour cette nouvelle saison. Ce que j'espère, bah écoutez, j'espère un retour en Ligue des Champions. Première chose, je pense que l'adaptation, le passage entre du football d'Allegri à Amorim ne sera pas forcément toujours évident. Euh, Réapprendre à presser, réapprendre à faire autant d'efforts sur le terrain, ça prend beaucoup de temps puisque le pressing, on avait oublié ce que c'était depuis, je pense, le premier Pioli. Et on l'a vu typiquement face au Torino, les joueurs sont carbo très rapidement, à partir de la 70e, 75e, on a plus, les jambes sont lourdes. Donc ce ne sera pas toujours évident, sachant que la saison est longue, sachant qu'il y a aussi l'Europa League, la Coupe d'Italie bien sûr. Euh, donc j'espère, et surtout vu l'argent dépensé, qu'on arriverait au moins quatrième. D'autant que la Serie A cette année promet quand même pas mal de choses au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs. Il y a quand même un petit vent de renouveau qui s'est installé, si on met de côté le Naples. Mais il y a pas mal d'entraîneurs jeunes, hein, d'ailleurs, Abaté, Aquilani, pas mal d'anciens d'ailleurs de la maison. Fabio Grosso qui a pris le banc de la Fio. Donc il y a ce petit vent de renouveau qui peut être intéressant en Serie A. Et puis il y a les concurrents qui se renforcent. La Roma s'est renforcée, la Juve s'est renforcée, Com va se renforcer en recrutant Keane et d'autres. Ça n'a pas forcément une Serie A évidente, mais pour moi, le minimum, c'est de faire quatrième, euh, vu les sous investis. Maintenant, je serais plutôt d'avis de, peu importe ce qui se passe, laisser du temps à Morim. Autant faire confiance à fond à l'entraîneur portugais et voyons ce qui se passe. Parce que aller de projet en projet, je pense que ça n'a jamais fait du bien au club et on l'a vu, hein, si on change chaque saison, il y a pas forcément de cohérence. Autant y aller à fond avec Amorim mais voyons ce que ça donne. Mais j'espère au moins une quatrième place en championnat. Et puis en Europa League, honnêtement, j'espère aussi aller assez loin. Et peut-être je serai même encore plus ambitieux en Europa League, puisque maintenant que le nouveau format ne permet plus aux clubs de Ligue des Champions de redescendre, honnêtement, il n'y a pas de très gros clubs qui jouent cette compétition. Il y a nous, il y a la Juve, il y a Marseille en Ligue 1, il y a le Bayer Leverkusen, mais sinon, à part peut-être quelques-uns que j'ai oubliés, il n'y a pas d'autres gros clubs. Donc vraiment, j'ai envie d'y jouer, d'autant que c'est une compétition qu'on n'a jamais gagnée. Amorim Oui, a même l'ancienne réussi. formule Coupe de l'UEFA n'a jamais été remportée par le Oui, Milan, hein. oui, oui, oui. Et d'autant que Amorim est allé en finale avec Manchester United, malgré sa saison catastrophique en championnat. Donc j'espère au moins aller en finale, ce serait vraiment bien, ça ferait
pareil, un vent de fraîcheur dans ce club, je pense qu'il en a besoin, et puis ça permettrait d'accrocher d'autres rêves, d'autres ambitions. Voilà, je pense que c'est important. Alors Roland, quelles sont tes attentes? Bah écoutez, je pense que on part de tellement loin que bon bah je vais être un comptable basique et viser la qualification à la Ligue des Champions, peu importe la place. Alors c'est sûr que si on est premier, c'est quand même plus joli, mais l'essentiel à mon avis est de revenir en Ligue des Champions. Feli l'a dit, le championnat est assez équilibré. Alors je pense que l'Inter reste la grande favorite et va très probablement se succéder à elle-même pour le Scudetto. Mais sur les autres places derrière, il y a beaucoup de prétendants, il y a beaucoup de monde. Beaucoup d'équipes ont changé d'entraîneur, beaucoup d'équipes se sont transformées et par exemple la Fiorentina notamment, on va voir ce que ça donne d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue concret. Donc en tant que supporter, en tant que spectateur neutre, j'ai envie de vous dire que la Serie A va probablement être le championnat le plus intéressant des quatre grands en termes de suspense en tout cas, pas Oui, il forcément nous en reste termes plus de que ça, niveau de parce jeu. que oui, c'est ça, les performances en Ligue des Champions risquent d'être en deçà des attentes, mais enfin, le suspense est toujours là, c'est vrai. Donc ça donne forcément un peu plus d'intérêt que ce qui peut se passer dans d'autres championnats. Après, en tant que supporter du Milan, bah, fatalement, je pense que si on arrive en Ligue des Champions, ça sera déjà bien. C'est la première année du projet avec Amorim. C'est la première année du projet avec cette nouvelle organisation au niveau de la direction. Donc bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais voilà. Comme j'ai dit précédemment, il faut qu'on puisse laisser le temps à Amorim. Et si on est 6 ou septième à la trêve hivernale, faudra pas tout envoyer valser à ce moment-là, je pense. Ensuite, sur l'Europa League, bah, à nouveau, je suis aligné avec Félix. C'est une compétition qu'il faut jouer, qu'il faut aller chercher. L'Atalanta l'a gagné il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a eu sur les 5 6 dernières années, il y a eu plusieurs finales de Coupe d'Europe avec des clubs italiens. Donc il y a eu l'Atalanta en Europa League, il y a eu l'Inter avec Perz et Fracas en Ligue des Champions. Il y a eu aussi la Fiorentina, il y a eu la Roma plutôt en Conference League. On n'est pas dans une position depuis 15 ans où on peut se permettre de snober ce genre de compétition. Alors qu'on l'a déjà fait, hein, 2018-2019, c'est ce qui s'est passé, Oh, évidemment. mais même dans les Euh, années 90, hein, on préférait le championnat à la Coupe de l'UEFA. En 96, ouais, ce qu'on fait contre Bordeaux, c'est lamentable. On peut remonter loin, hein. C'est une bien compétition sûr. qui a souvent été négligée par les clubs italiens, Et qui a souvent notamment été le Milan. négligé, je dirais même plus par le Milan. Et dans le même registre, on a la Coupe d'Italie. La Coupe d'Italie, c'est pas un trophée de merde. Ok, le format de la compétition est pas aussi intéressant que peuvent l'être la Coupe de France ou la FA Cup. Ça pourrait être d'ailleurs un des très grands chantiers de la Ligue et de la Fédé pour rendre un peu d'intérêt à cette compétition. Mais le Milan a toujours snobé la Coupe d'Italie et moi, pas de raison. Aujourd'hui, on a le voisin d'en face, à savoir l'Inter, qui se trimballe avec sur son maillot avec le Scudetto et la cocarde de la Coupe d'Italie. Je crois pas que ça soit agréable en fait dans notre Hmm. position. Donc moi, je maintiens depuis des années, l'Europa League, ce n'est peut-être que l'Europa League. Par rapport à la Ligue des Champions, vous savez, on dit toujours le Milan, l'ADN, Champions League, etc. Mon cul. Ça commence à Euh, dater. voilà, c'est bien beau de parler de ça. C'est un peu comme l'OM à jamais les premiers. Ça date d'il y a 35 ans. Il y a un moment donné, faut passer à autre chose. Aujourd'hui, on n'est pas un club de Ligue des Champions. On a un effectif qui, je pense, peut tenir la route, notamment, et ça dépendra de ce qui se passe sur la fin du mercato. Ben, jouons cette compétition. Elle est pas dégueulasse. Il y a de quoi faire. Il y a des beaux matchs à jouer. Il y a quand même des équipes intéressantes. C'est l'occasion aussi de voir un autre football en tant que spectateur, en tant que supporter. Donc, moi, je pense qu'on doit se donner les moyens en Europa League, quitte peut-être à ne pas terminer ce deuxième en championnat. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de capitaliser sur des succès et être deuxième, troisième, quatrième de Serie A. J'appelle pas ça un succès. Voilà, un titre, c'est un titre.
Et on n'est pas en train de parler de la Super Coupe jouée en Arabie Saoudite. Là, on parle de l'Europa League et potentiellement de la Coupe d'Italie qu'il faut aller chercher, parce que je vous rappelle que la dernière fois qu'on a joué, par exemple, une finale de Coupe d'Italie, on a perdu au terme d'un match horrible contre Bologne, qui avait fait un match à peine mieux. Donc voilà, dégonflons un peu le melon et prenons ces compétitions, ces trophées-là aussi au sérieux. Bon, bah, on va passer au mot de la fin et moi je vais changer de compétition parce que je voudrais évidemment parler de la Coupe du Monde qui a été remportée par la meilleure équipe et le meilleur collectif du tournoi, hein, issu d'ailleurs d'une Liga qui fait jouer 60% d'Espagnols dans ses clubs quand la Serie A ne compte que 30% d'Italiens malgré les succès répétés des équipes de jeunes sur la scène internationale. Je rappelle que les U17 sont double champions d'Europe en 3 ans. Mais enfin bref, passons. Alors c'est vrai qu'on critique régulièrement le niveau des compétitions internationales depuis quelques années, et c'est vrai, on doit le faire, c'est à juste titre, parce que les clubs, je dirais footballistiquement multiculturels, ne parviennent plus à transférer en sélection des associations de joueurs, des socles, des collectifs qu'ils façonnaient jadis. Et c'est vrai que seule l'Espagne fait exception, et il ne fut donc pas surprenant de la voir s'imposer face à des adversaires peu inspirés. Et finalement, pour moi, la seule surprise de ce tournoi, en dehors des exploits de Messi à 39 ans, eh bien, ce fut l'incapacité de l'équipe de France à contrer le collectif espagnol. Moi, j'imaginais, j'anticipais, j'espérais une véritable opposition de style qui n'a jamais eu lieu, tant les Espagnols ont dominé les Français, comme d'ailleurs les Argentins l'avaient fait en 2022, parce que je rappelle que sur cette finale de décembre 2022, la France n'avait joué qu'un quart d'heure, hein, et avait été surclassée quasiment tout le match. Et je terminerai juste en disant que quel que soit le niveau de la compétition, quelles que soient les entraves de la FIFA, comme par exemple l'arbitrage de France-Paraguay qui était horrible, lamentable, les pauses publicitaires qui ont gavé, je crois, la planète entière, et l'horrible VAR, bien évidemment, alors ça c'est mon avis, mais je crois qu'il est de plus en plus partagé, et ben malgré tout ça, la Coupe du Monde reste la compétition préférée des peuples, car c'est la compétition de la représentation, et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Félix, quel est ton mot de la fin? Moi, je vais dire quelque chose de positif sur la Coupe du Monde. C'est les micro-réformes de l'arbitrage que je ne fais qu'apprécier, qui ont été expérimentées pendant cette Coupe du Monde, justement, et qui ont perduré là en Serie A avec un temps réparti pour les sorties des joueurs, pour les touches, pour les 6 mètres, et un temps qui est vraiment respecté. Euh, ça fait plaisir parce que le jeu est moins haché et c'est un des gros reproches qu'on peut faire à la Serie A. C'est justement de trop siffler, de trop couper le jeu, de trop prendre le temps de sortir. On connaît la roublardise très, très chère à notre calcio, mais euh, c'est vrai que à force, ça donne des matchs qui sont très difficiles à regarder. Et là, le fait que ça a été suivi, je trouve ça assez agréable et donc je suis plutôt satisfait. On est, comme tu dis, souvent critique de la nouveauté, mais là, je trouve que c'est une bonne décision qui a été prise, d'autant que les arbitres ont été invités aussi à moins siffler, à moins siffler. Donc c'est Oui, plutôt mais alors ça a encourageant. donné France-Paraguay. Oui, oui, après, il faut bien sûr pas exagérer. Là, c'était Ah oui, vraiment non, parce que n'importe là, quoi c'était, et moi, je t'en j'étais mort rejoins. de rire devant ma télé, hein. Ah oui, Mais oui, non, vraiment, c'était une parodie de football, et la finale Espagne-Argentine n'était pas beaucoup mieux, hein. alors sur France-Paraguay, je te rejoins complètement, mais dans l'esprit, je trouve ça plutôt positif. Maintenant, évidemment, il faut savoir ne pas abuser, il faut aussi que les arbitres sachent quand il faut siffler et ne pas se laisser complètement happer par cette règle-là ou par ce surplus d'agressivité qui est complètement horrible. Et là, France-Paraguay, c'est plutôt à l'inverse de ce que j'ai dit. Le jeu était haché tout le temps à cause de micro-fautes, mais c'est aussi la faute de l'arbitre qui n'a jamais su mettre de carton ou stopper l'agressivité des Sud-Américains. Mais donc voilà, c'était Paredes en plutôt. finale, c'est quelque chose, hein. Oui, bien sûr, l'Argentine aussi a été. On a bien profité. Ouais. Euh, et d'ailleurs, hier, on pourra. Bon, il y a aussi la main. L'arbitrage, évidemment, n'est pas parfait. Et encore une fois, il y a encore plein de choses à faire. Mais je trouve que dans le sens du jeu, on est quand même sur une bonne démarche. Roland. Oui, je suis d'accord avec Félix sur le volet de l'arbitrage et notamment si on se recentre sur le volet italien. On a tellement l'habitude de voir que tout est sifflé ou presque en Italie, le moindre petit contact, la moindre petite opposition, à tel point que ça se note dans les compétitions européennes. Quand, prenons un cas typique, un club italien se retrouve à jouer contre un club anglais, et que l'arbitrage un arbitre issu de je sais quelle fédération européenne est plutôt un arbitrage, on va dire, d'influence anglaise,
mais l'équipe italienne se fait marcher dessus d'un point de vue physique. Parce que les joueurs de clubs italiens, j'allais dire les joueurs italiens, mais il faut pas déconner, Non, non, il n'y en a plus. les joueurs de clubs italiens s'arrêtent de jouer au moindre contact, en fait, persuadés que ça va être sifflé. Donc, je pense que voilà, au niveau de l'Italie, il y a quelque chose à faire et ces réformes-là vont dans le bon sens. Et même chose, les touches qui prennent des plombes, les renvois de gardiens qui prennent des plombes, voilà. Je Bah ça, pense il y que avait c'est 5 quelque chose secondes, hein. ouais, je pense que c'est quelque chose voilà qu'on va voir s'arrêter ou en tout cas bien diminuer en Italie. Et d'ailleurs, il y a eu une première application de la règle sur un renvoi de gardien lors du match Frosinone et Juve, où finalement la Juve a pu récupérer un corner parce que le gardien de Frosinone a pris trop de temps pour relancer. Et moi, voilà, je suis ravi de voir cette évolution-là. Mais en même temps, et Feli l'a aussi un peu abordé, on se retrouve toujours avec des situations comme hier soir, la main de Vlasic dans la surface sur un centre de Cissé, où le mec défend dans la surface, les bras écartés, tend le bras, tout le monde le voit, il y a un arbitrage vidéo et la vidéo dit OK, ça joue. Et enfin, je sais pas, peut-être que la règle a évolué dans l'été, je suis pas au courant, mais un joueur qui agrandit sa surface en tendant les bras dans la surface de réparation, bah, il y a même pas de débat en fait. Comment ce n'est pas penalty. Donc voilà, il y a évidemment la médaille, le revers, etc. Comme d'habitude. Et pour finir aussi sur le volet Coupe du Monde, en parlant d'une équipe qui n'y était pas, saluons une nouvelle fois le ridicule complet de la fédération italienne Ah ouais. euh, Ouais. avec la gestion de cette énième euh, désastre de la non-qualification à la Coupe du Monde, puisque voilà, il fallait révolutionner, il fallait repartir de zéro, il fallait réinventer le football italien, etc. Ça a duré à peu près 2 semaines avec la nomination de Maldini, qui n'a pas tenu, puisqu'on voilà, on connaît le bonhomme, hein, on l'a eu chez nous pendant quelques années, et c'est un euphémisme à nouveau. C'est quelqu'un qui s'en tient à ses principes et à nouveau, bah, quand on se fout de sa gueule, voilà, bah, il ne se laisse pas marcher dessus et il ne laisse pas son nom et toute son aura s'accorder avec un projet sur lequel il n'est pas aligné. J'ai Donc tendance à une être de ton nouvelle. avis, mais il y a débat là quand même sur cette question. Il y a des gens qui ont critiqué la démission trop rapide de Maldini. Alors, il y a plusieurs volets. Maldini est quelqu'un, je pense, euh, qui est, qui a beaucoup de fierté, si ce n'est beaucoup d'orgueil, peut-être mal placé ou peut-être trop d'orgueil en tout cas, pour quelqu'un qui a finalement été dirigeant dans le football assez peu de temps. Voilà, ça c'est la version politiquement correcte, on va dire. Néanmoins, moi, déjà, j'ai un respect et une dévotion Oui, bien assez sûr. grande pour ce mec-là, pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il représentait. Je vous parlais tout à l'heure du capitanat du Milan par rapport à Mike Maignan. Bah voilà, hein, on a quelques galaxies d'écart entre les deux. Euh, mais voir quelqu'un qui aujourd'hui dans ce sport-là, qui est le football, s'en tenir à ses principes et à ses valeurs, bah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est Et vrai. c'est tout à son honneur de l'avoir fait. Alors, on peut critiquer le choix de Pirlo, et j'étais le premier à être dubitatif, effectivement. Il y a eu l'histoire avec Guardiola, etc. Comment est-ce qu'on passe dans la dynamique de Guardiola à Pirlo? Je n'en sais rien, mais admettons, pourquoi Ouais, pas. c'est Ok. folklorique, ouais. Mais dans le même registre que ce que je disais précédemment sur Amorim, si on fait le choix de Paolo Maldini comme directeur technique, directeur sportif, j'en sais rien, je sais plus quel était son titre à la Fédé, qui en plus a fait venir Leonardo, qui il avait déjà travaillé, qui connaissait bien, etc. Pourquoi pas? Mais laissons-leur les cartes en main, laissons-les faire. On est à un point où l'équipe d'Italie est la risée du football mondial. L'Euro 2021 ne change rien à ça. C'est déjà un passé qui est très lointain à l'échelle du football. Euh, Laissons-les faire, en fait. C'est pas de la confiance aveugle, c'est juste que si on dit on réforme le football italien, on donne les clés à quelqu'un comme Paolo Maldini qui va être le responsable de toute la partie sportive du football italien.
Laissons le directeur sportif du football italien faire. Et on jugera dans 1, 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, le cycle qu'on voulait donner. Je crois qu'on parlait d'un cycle de 4 ans. Laissons faire pendant 4 ans. Laissons faire pendant 4 ans. Et la nationale et majeure n'était qu'un dossier parmi tant d'autres. Parce qu'il y avait tout le reste. Et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire dans les journaux ici, etc., en Italie, le projet de Maldini, c'était pas que la nationale et majeure, c'était tout ce qu'il y avait avant, en dessous, les jeunes, Ah oui, parce comment on que l'un forme, ne va comment pas on sans fait, l'autre. comment on les fait grandir, etc. Tout le monde s'est bloqué, s'est arc-bouté sur le sujet Andrea Pirlo, sélectionneur de l'équipe d'Italie. Et effectivement, ça fait flipper parce que Pirlo, autant je respecte le joueur, eu un peu plus de mal avec le temps avec l'homme, mais l'entraîneur, je n'y comprends strictement rien. Et en plus, la personnalité, en tant qu'entraîneur, je dois dire, n'inspire pas grand-chose, je pense. Donc, est-ce que c'était l'homme idoine pour le poste? J'en sais rien, mais je ne demandais qu'à voir, en fait. Laissons Maldini et accessoirement Leonardo gérer le volet sportif de l'Italie. Ok, ils veulent mettre Andrea Pirlo, on va voir les résultats avec la nationale, et je pense que la nationale n'a pas des joueurs catastrophiques, très clairement. C'est pas la folie comme il y a 20 ans, hein, le niveau est pas le même, mais il n'y a pas il y a pas c'est pas un désastre, c'est pas un champ de ruines en termes de niveau de joueur. C'est juste qu'il faut arriver à faire de cette équipe quelque chose de correct, et c'est surtout tout ce qu'il y a avant en fait, et tout le travail avec les clubs. Mais dès la nomination de Maldini, on savait que les clubs et la Lega Serie A, donc les représentants des clubs, n'étaient pas forcément d'accord avec ce choix-là, parce que c'est un mec qui forcément allait les bousculer dans leurs habitudes. Les réactions de présidents de clubs comme De Laurentiis, comme Lotito, comme Cairo, qui n'oublions pas est quand même le propriétaire de la Gazzetta dello Sport, le président du Torino, donc voilà, il peut aussi influer à ce niveau-là. Tout de suite, on dit, mais de quoi il nous parle, ce gars-là, en conférence de presse, de cycle de 4 ans, etc. Non, on a besoin de résultats tout de suite. Bah non, bande de tocards. Le problème, c'est pas forcément les résultats demain en Nations League contre la Belgique à Rome dans 2 semaines. Ce qui va compter, c'est est-ce qu'on joue une Coupe du Monde dans 4 ans et comment on y arrive et comment on fait pour faire grandir des joueurs sur ce laps de temps pour y arriver. Et ensuite, pour dans 8 ans, etc. Comment on restabilise cette situation-là? Donc, déjà, on sentait que, voilà, ça allait pas le faire. Donc, tout a été fait pour que ça ne fonctionne pas. Les clubs ont poussé pour avoir Antonio Conte, quitte à prendre en charge une partie du salaire via des financements par la Ligue, etc. Mais voilà, c'est du réchauffé. Et on en vient aussi au choix du nouveau sélectionneur, Roberto Mancini. Pour moi, Roberto Mancini n'a plus rien à faire en équipe d'Italie. Ah non, vu son Euh, départ la dernière fois, c'est une catastrophe. c'est une honte absolue de se coucher pour ce mec-là qui se bat en disant oui, mais non, mais je suis fatigué, mais j'ai besoin d'une année sabbatique, et 2 jours après signe en Arabie Saoudite. Hmm. Enfin, qui peut croire, qui peut croire à ce refrain-là de j'ai besoin d'une année sabbatique quand on voit ce qui a été fait derrière. Donc, faire revenir ce mec-là, certes, qui a gagné avec certains des joueurs qui sont toujours là, pour moi, c'est une aberration, et c'est encore moins crédible que de nommer Andrea Pirlo sur le banc de la sélection. Et j'aime beaucoup Claudio Ranieri, par exemple, mais à nouveau, le football italien, c'est Malago qui est nouveau dans la fonction, mais qui a 70 ans. Ranieri, il a 68 ans, ça fait déjà 4 fois qu'il prend sa retraite. Il est toujours là. J'aime beaucoup le monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est voilà, c'est pas avec ces mecs-là qu'on va révolutionner le foot italien. Alors probablement l'Italie se qualifiera pour la Coupe du Monde dans 4 ans, mais est-ce qu'on aura pour autant travaillé sur le bas, le fondement, on va dire, du problème? Ben, moi, j'en suis pas convaincu. Mais dans Désolé, 4 ans, j'ai il n'y fait a un pas peu long sur le 64 sujet. équipes? Ah non, non, mais t'as raison, parce que c'est vrai que c'est important, mais dans 4 ans, il y a 64 équipes, c'est ça? Alors, je sais pas si c'est un projet ou si ça a été validé, ça. Je sais pas où ça en est. C'est un peu flou dans ma tête, parce que tu me dis l'Italie va sans doute se qualifier, on verra. C'est sûr, s'il y a 64 équipes et s'ils ne se qualifient pas, avec Non, l'Italie, alors tout est après, possible. on pourrait aussi parler du système de qualification, qui n'exclut en rien les lacunes de l'Italie, hein. Mais par exemple, un continent comme l'Amérique du Sud, il doit y avoir 16 fédérations sur place et il y en a 10 qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Ah ouais. Donc voilà, le Brésil, je crois, s'est qualifié à la Coupe du Monde qui a eu lieu cette année avec
6 ou 7 défaites dans son parcours de qualification, là où Hmm. l'Italie a, entre guillemets, perdu que 2 fois, contre la Norvège qui, en même moment où l'Italie cale en termes de génération, la Norvège sort la meilleure génération de son histoire. Donc, est-ce que Ouais, c'est équipe très pathétique? sympathique, la Norvège. Voilà. Est-ce que, ok, l'Italie a pas fait son job, mais et Gattuso en avait parlé d'ailleurs, et il s'est pris un torrent, pas d'insultes, mais pas loin à ce sujet, quand il a dit oui, mais les règles sont pas partout les mêmes en termes de qualification. Bah, c'est sûr que si, je sais pas combien il y a de pays en Europe, il doit y en avoir une cinquantaine. Si on avait la même proportion de pays européens qualifiés, bah, fatalement, l'Italie était dedans. Donc voilà, mais ça c'est un autre sujet et on fera probablement d'autres émissions là-dessus pour parler des nationales. Ah non, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours pensé qu'il y avait trop d'équipes à la Coupe du Monde. Moi, je préférais les anciennes formules à 24 ou 32 équipes. Et ça a contribué à faire baisser le niveau de la Coupe du Monde, parce qu'on a vu des nations de football qui n'avaient pas le niveau pour jouer une Coupe du Monde. Enfin bon, Mais ça c'est évidemment, la évidemment. volonté d'Infantino. Mais bon. Et là-dessus, ok, c'est sympa de voir des nouvelles équipes. C'est sympa de voir, je sais pas, Le Cap-Vert, Cap-Vert, c'était bien. Croatie. Non, le Cap-Vert, c'était vraiment très bien Non pour le coup. mais, ok, d'accord, mais c'est la Coupe du Monde. C'est pas les 64e de finale de la Coupe de France. Hmm. Le petit pousset, c'est sympa quand on parle de Coupe de France, etc. Mais là, on parle d'une Coupe du Monde, et Coupe du Monde, c'est censé être les meilleures équipes du monde qui s'affrontent pour savoir quelle est la meilleure. Et c'est pas faire preuve d'élitisme, ce que je dis là, c'est juste que il faut pas dévaloriser la Coupe du Monde en faisant venir entre guillemets tout le monde. Parce que si on passe à 64 équipes, ce sera un pays sur 4 dans le monde qui pourrait être qualifié. Enfin, quel est l'intérêt de faire une Coupe du Monde, quoi. Enfin, faut garder du prestige à ce trophée-là. Et je suis désolé, mais le premier tour et c'était quoi? C'était des 16e ou des Ouais, 8e, je sais plus. 16e. des Mais 16e, des 16e. le premier tour et les 16e de finale, il y a un certain nombre de matchs qui vraiment étaient d'un niveau, Ah, mais j'ai relevé, il y avait 4 ou 5 pathétique, affiches quoi. seulement sur tout le premier tour. C'était très C'était vraiment, compliqué de trouver des vrais. Et encore dans les affiches, je comptais Uruguay-Espagne avec l'Uruguay qui était d'un niveau vraiment pas terrible. ah ouais, Donc non, l'Uruguay, non, c'était nul. ouais, ouais, non, non, c'était très difficile de regarder les matchs et c'est à partir des matchs à élimination directe, et j'insiste surtout sur les quarts de finale d'ailleurs, qu'on a Ouais. commencé à voir du vrai football et des matchs intéressants. Mais voilà, j'ai beaucoup digressé, mais en tout cas, le foot italien cet été a encore été la risée du football mondial, très clairement. Ouais, c'est pas la dernière fois à mon avis, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler. Messieurs, je vous remercie. Ce fut un plaisir comme toujours, malgré cette fin amère. Rendez-vous à la trêve. Bonne saison milaniste à tous. Salut!